Bien, bonsoir à tous, vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Bon, eh ben, tout va bien alors. On est fait pour s'entendre. Est-ce que tous les pouvoirs ont été remis? Il y a un pouvoir qui a été remis de Marie qui est là. J'ai un pouvoir de Pierre-Manuel Chauvet et Marie-Laure Vaillant. D'accord, c'est bon. Il est arrivé celui qui manquait? Non, pas encore. Bon, on va faire appel quand même et puis on se mettra après. Bon, moi je suis là. Christine Durand. Jérôme Merle. Jérôme Boetti Di Castano. Brigitte Gallo. Jean-Pierre Serrier. Non. Sylvie Jonalomier. Michel Vendra. Marie-Frédéric Desraphaël. Daniel d'Olivier Catas. Mylène Gourgan. Jérôme Giacchino. Roxane Gonzalez. Ajara Turki. Mohamed Benarouga. Gaël Nicolas. Hervé Madinier. Assunta Rosa-Bena. Benjamin Torelli. Francette Gerzac. Jean-Philippe Beau. Nathalie Lebras. Jean-Pierre Avetto. Amandine Emonchonnet. Magnifique, tout le monde est là. Thierry Masnada. Marie Benzacourt. Marie-Laure Maillot. Raphaël Labossière. Franck Schneider. Géraldine Falcou. Isabelle Defay. Pierre-Manuel Chauvet Pouvoir. Vincent Provert. Lui qui doit arriver. Magnifique. Là, c'est que la fauche. Le stylo bouge pas. Ah, le stylo aussi. Ok. Ça bouge des choses. Bon, puisque le quorum est atteint, j'ouvre la séance. Donc, il faut désigner une secrétaire séance. Je suis désolé, j'ai mal à la gorge. C'est pas la Covid, c'est juste mal à la gorge. Avec la clim dans la gorge. Juste une explication, n'ayez aucune crainte. J'ai pas de fièvre, c'est sûr. Marie-Frédéric Garapel est candidate pour être secrétaire. S'il y a des abstentions, des oppositions, merci Marie-Frédéric, secrétaire séance. On fait circuler la feuille de présence, qui va circuler. J'ai des questions effectivement diverses du groupe S'unir pour sa snage, on en parlera tout à l'heure parce que il y a quelques explications données. On les passe à la fin de toute façon. Le compte rendu du conseil municipal du 27 avril, il faut voter. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Pas de questions, pas d'intervention. Je vous propose de l'adopter. Est-ce qu'il y a des abstentions? On l'a adopté, je viens de le dire. Pas d'abstention, pas d'opposition, il est adopté. J'avais une décision, je ne sais pas où elle est passée. Elle est par là. Il y a une décision qui est prise. La décision numéro 6. Non, 21. 21 de 21. Est-ce qu'il y a des questions? Il y avait des questions. Et vous voulez rappeler votre question? Le problème, ouais, de votre question, c'est que je peux le lire, si vous voulez. Dans la décision, il y a entendu la signature d'une convention d'honneur avec le cabinet CNL nous appelons que la commune de Cessage était destinataire d'un recours contentieux enregistré dans le tribunal administratif de Grenoble contestant le refus de reconnaissance de maladie professionnelle et de l'invalidité au service des droits du travail de l'employé municipal. Nous souhaiterions connaître le contexte de ce contentieux dans le milieu des informations qui nous sont également. Alors, c'est effectivement ce qui concerne du personnel. Moi, je viens vous en parler. En ce qui concerne du personnel, on en parle
prend rendez-vous et puis on en parle d'ailleurs, il y a d'autres questions, c'est pareil. Si ça concerne le personnel, on prend rendez-vous et puis on peut pas en parler puisque ça concerne le comité technique et le personnel. Vous comprenez? Donc on fera. Il y a d'autres questions? De toute façon, on les voit pas. Donc, il n'y a pas d'autres questions, je n'ai pas d'informations juridiques à vous donner. Juste vous dire qu'on a souhaité faire cette réunion en présentiel. Est-ce qu'on peut faire rentrer notre collègue? Quelqu'un? On a souhaité faire ce conseil municipal en présentiel pour l'ouvrir, puisque la loi nous le permet. Et on pense qu'en présentiel, c'est en tout cas le plus envisageable et ça nous permet, en respectant les conditions sanitaires qui nous sont imposées. Alors, il n'y a pas de public, mais on a diffusé un numéro pour le streaming, donc celui qui ne sera pas puisse suivre le conseil municipal, donc le public peut suivre. La presse est présente, conformément à ce que demande la loi, c'est public à partir du moment où au moins la presse est présente. La presse est présente, mais en tout cas, on est au public par 5 minutes. Donc, on notera, monsieur le maire. Donc, moi, je n'ai rien d'autre d'information. Je vous propose de. Ça c'est fait. Délibération numéro 1 concerne une demande de subvention à la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour le raccordement des abords du lycée, des espaces publics et des entrées et de sorties de zones d'activité au système de vidéoprotection. Je passe la parole à Daniel d'Olivier-Quintat, qui est conseiller délégué et responsable de la prévention. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, monsieur le maire, avant de commencer à vous présenter, juste que je vous propose. C'est bon? Ça s'est coupé. Il m'a coupé. Oui, monsieur le maire, je disais donc que je souhaiterais présenter au conseil municipal la délibération commune entre la 1 et la numéro 2, parce que c'est le même objectif quelque part, c'est 2 demandes de subvention, si vous n'y avez pas d'inconvénient. D'accord. Donc oui, effectivement, la vidéo-prévention constituée de caméras judicieusement réparties et en conformité avec les textes ont été installées dans Sassenage depuis 2011. Ce parc fait l'objet encore aujourd'hui d'améliorations, quelle que soit la technologie ou la géographie de leur implantation. À Sassenage, nous ne sommes donc pas en retard comme beaucoup d'autres communes qui commencent à investir dans le domaine. Pour 2021, notre projet d'amélioration porte sur différents sites, Vieux-Melchior, Médiathèque, les abords du lycée des Chaux, dont la première délibération fait l'objet, c'est 6 nouvelles caméras, et ceci aussi pour obtenir des subventions principalement soit de la région, soit du fonds interministériel de la prévention de la délinquance, le FIPD. C'est dans ce cadre donc de ces 2 projets, donc de ces 2 délibérations, que je propose au conseil municipal, premièrement donc d'approuver le projet présentant le raccordement aux abords du lycée des Chaux pour obtenir des subventions de la région, d'autoriser monsieur le maire à déposer un dossier de demande de subvention, d'imputer ce projet bien entendu sur la sanction investissement, dont le montant est de 52 321,95. Je pense que c'est à rectifier, sur l'ordre du jour. Il y avait une petite coquille, c'était 53 000, je crois. Et sur la deuxième donc, délibération, le fonds interministériel, c'est effectivement d'autoriser monsieur le maire à déposer un dossier de demande de subvention également, et d'autoriser bien sûr monsieur le maire à signer cette demande de subvention. Bon, d'un côté, vous avez 52 321, et de l'autre côté, c'est un projet à hauteur de 52 000 euros également. Sachant que la région s'est plafonnée à 80%, 80% est plafonné à 50 000 euros. Voilà. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Oui, madame. Oui, allez-y. Mon collègue Raphaël Laboissière. Oui, donc merci monsieur le maire, monsieur Dame, bonsoir, chers collègues. Donc, juste un préambule, notre intervention sur cette délibération, elle va être présentée en 2 parties. La première par moi-même, la deuxième par Marie-Hélène Maillot. Et ma partie, elle portera davantage sur les aspects techniques et scientifiques de l'usage des caméras de surveillance. Et par les temps qui courent là, qui est dominé par des informations et fake news, nous souhaitons quand même élever le débat en apportant des données concrètes, factuelles et surtout
des données validées par la communauté scientifique. On a la chance à Grenoble d'avoir un laboratoire PACT sur les campus. Donc on est en contact avec des chercheurs CNRS qui travaillent exactement sur cette question-là. Donc c'est toujours intéressant de faire appel à nos collègues scientifiques. Donc de nombreuses études scientifiques sur l'efficacité du système de vidéoprotection en termes de réduction du niveau de criminalité ont été réalisées depuis la fin des années 70. Alors des analyses récentes, là, de 2019-2021 qu'on a pu consulter, montrent un effet modeste dans la diminution de la criminalité dans les zones qui sont protégées, entre guillemets, par des caméras de surveillance. D'une manière globale, une réduction de seulement 10% a été observée dans l'incidence des délits. On parle ici de la prévention, pas de la résolution des crimes ou des délits. Alors cependant, ce résultat-là qui est déjà faible, 10%, il est limité seulement à des conditions très spécifiques, notamment dans des parkings et dans des contextes résidentiels. En tout cas, ces systèmes sont inefficaces quand les conditions d'éclairage sont mauvaises, quand la zone couverte n'est pas fermée. En effet, aucun effet significatif de diminution de la criminalité ou de la délinquance n'a été avéré pour les systèmes de vidéoprotection placés dans des rues, donc dans les centres-villes. En outre, ces études démontrent également que les systèmes de vidéoprotection ne peuvent être efficaces que lorsqu'ils sont combinés avec d'autres moyens d'intervention, comme la signalisation, l'amélioration de l'éclairage, les renforcements des patrouilles, la présence des gardiens, les contrôles d'accès par carte, par exemple, ou des systèmes de communication, comme par exemple les boîtiers d'appel pour appeler la police. Dans son rapport sur la police municipale, là, en passant en France, parce que toutes ces études-là ont été faites au niveau international, sur une centaine de communes, donc au niveau de la France, si on prend le rapport sur la police municipale qui a été fait par la Cour des comptes en octobre 2020, donc on a constaté qu'il y a un coût exorbitant et l'inefficacité de la vidéosurveillance dans la lutte et la prévention de la délinquance. En effet, plusieurs études montrent que les images de vidéosurveillance ne sont utiles, en moyenne, que dans 1 à 3% total des enquêtes réalisées pour résoudre des cas de crimes et de délits. Alors, pour ce qui est de la mise en place des systèmes de vidéoprotection, on a consulté un rapport international très détaillé et qui préconise une série de précautions préalables à prendre quand on installe de tels systèmes, entre autres, une étude détaillée des besoins et du budget avant l'investissement, une planification à l'avance des coûts d'entretien, d'infrastructures et d'autres coûts permanents, la recherche d'équilibre entre la protection de la vie privée et l'utilité du système, l'intégration des systèmes de caméras aux pratiques et procédures existantes, la définition et la gestion des attentes réalistes en matière de qualité de séquences vidéo, et enfin, l'utilisation des systèmes de surveillance pour compléter et non pas pour remplacer les activités de routine de la police. En l'absence d'une présentation détaillée sur les points techniques que je vais mentionner, le groupe SUPS ne peut soutenir des projets de déploiement du système de vidéoprotection sur la commune de Cessna. Je passe la parole à ma collègue Marie-Laure. Je voudrais juste apporter un complément au je voudrais d'abord rappeler que notre est très soucieux d'un chacun de la sécurité publique et de la protection des biens et des personnes. Et nous saluons d'ailleurs la visible sur le terrain des actions de nos politiques municipaux. Par ailleurs, nous affirmons que la sûreté locale repose sur une approche préventive et démocratique plutôt que sur des mesures de surveillance. En effet, comme mon collègue vient de le rappeler, la vidéosurveillance n'a pas de réelle utilité face aux faits de violence et actes délictueux ou criminels. C'est un fait éclatant. Alors pourquoi choisir d'étendre encore le système de surveillance à Sassenage et d'investir des dizaines de milliers d'euros de l'argent des contribuables, sassenageois ou non sassenageois, quand il s'agit de subventions nationales, dans un dispositif qui n'a que peu d'effet sur la sécurisation de l'espace public? Pourquoi? On s'interroge. Est-ce une raison politique, symbolique? Parce qu'en effet, nous comprenons qu'il s'agit ici surtout de montrer un engagement, d'afficher une intention, plutôt que la recherche de résultats réels. Augmenter la présence de la vidéosurveillance a l'effet bien connu de créer de l'émotion et paradoxalement de faire grimper le sentiment d'insécurité. Et oui, si on a besoin de caméras, si on a besoin d'autant de caméras, c'est que nous sommes certainement en danger. Tout en faisant croire que l'on propose une solution qui n'en est en fait pas vraiment une. Donc plus de caméras, plus de surveillance, plus de dépenses pour au final aucun résultat. Et il est impossible par ailleurs de répondre à ce sentiment d'insécurité des citoyens, parce qu'on parle bien ici d'un sentiment, pas d'une réalité,
Donc, il n'est pas possible de répondre à ce sentiment d'insécurité par un artifice technique. Là où, au contraire, on attend des solutions basées sur le contact humain, sur la présence humaine. Parce que oui, il existe d'autres moyens pour augmenter la sûreté de notre territoire. Comment? En déployant des acteurs de terrain, des éducateurs, des éducatrices de prévention, des personnels de médiation allant à la rencontre de la population pour résoudre les conflits, comme le font les 2 agents du CIRD, mais qui ne sont que 2 pour toute la rive gauche du Drac. En renforçant les effectifs de la police municipale, en développant les actions d'accompagnement des familles dont les enfants sont exposés à des risques de délinquance, etc., etc. De tels dispositifs de prévention, de proximité, jouant un rôle de médiation, constituent une réelle alternative à la vidéosurveillance, mais avec des effets bénéfiques, eux, bien réels. Ils permettent de réduire le niveau de violence dans l'espace public, tout en rétablissant un lien de confiance avec la population, et sont, à terme, bien plus efficaces en matière de prévention de la délinquance et de la tranquillité publique. Donc, au total, et bien notre intervention, en plus du gaspillage public que représentent les systèmes de vidéosurveillance, comme le dénonce la Cour des comptes, et de son manque d'efficacité prouvé par Manzé, nous dénonçons aussi la dérive sécuritaire de la vidéosurveillance au détriment d'une véritable politique de prévention et de proximité. Et nous remettons en cause la nécessité d'étendre le dispositif de vidéosurveillance sans la sortie de renfort humain indispensable sur le terrain. Je vous remercie. Bien, merci. D'autres interventions? Oui, Jérôme Jacquinot. Alors, pendant qu'on avait donc cette déclaration de l'opposition, je me suis permis d'aller un petit peu sur Internet et regarder cette fameuse étude dont on nous parle. Cette étude, en fait, elle fait appel à 3 villes. Donc, Beau Rivage, 7500 habitants, La Rivière, 20 000, Mégacity, 860 000. Ils estiment que ça peut être Marseille. Donc, sur 3 villes. Ils opposent à ça dans cet article, que je vais donc amener maintenant, un rapport qui a été fait par le ministère de l'Intérieur en 2009 qui estimait, je cite, la délinquance a baissé en moyenne plus fortement dans les communes équipées de vidéoprotection, et pas vidéosurveillance, c'est bien de la vidéoprotection, appelons un chat, que dans celles qui ne disposent pas de vidéoprotection urbaine. Pour régler cette conclusion, le ministère comparait le taux d'évolution de la délinquance dans les villes vidéosurveillées par rapport au taux national dans 3 catégories, délinquance de proximité, atteinte aux biens, atteinte volontaire aux personnes. Donc il est clair dans cette petite conclusion qu'on compare en fait une étude sur 3 villes avec une étude du ministère qui compare sur l'ensemble du territoire. J'ai rien d'autre à ajouter. Ok, merci. Oui, Mohamed Benarouga. C'est bon, je peux y aller. Oui, bon, bonsoir, monsieur le maire. Non, mais c'est juste, il faut se méfier de ces études-là qui sont présentées parce qu'ils sont souvent associés à une connotation politique, parce que ça dépend du groupe qui a entrepris en fait ce type d'études sur évidemment une question qui, il faut bien le dire, elle est aujourd'hui une question nationale. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, quand vous faites des sondages et vous demandez aux Françaises et aux Français quelle est leur priorité, numéro 1, ils vous parlent de la sécurité. Parce que c'est devenu quelque chose de très important, très clé. Évidemment, vous avez vu les derniers événements qu'on a reçus à travers la télé, à travers la radio et les journaux, donc témoignent évidemment dans ce sens-là. Et comme vient de dire Jérôme, évidemment, quand on prend 3 villes pour pouvoir en fait étayer une théorie qui est, il faut bien le dire, c'est une théorie en fait qui est associée à une étiquette politique. On le sait très bien, effectivement, la mouvance, évidemment, à laquelle vous appartenez, évidemment, ils sont contre la vidéosurveillance, ils sont contre la sécurité de nos concitoyens, ils sont contre, effectivement, et puis après, derrière, vous trouvez évidemment tous les arguments pour dire, effectivement, c'est pas la peine de dépenser, etc. Nous, effectivement, on voit autre chose et on voit effectivement qu'il ne faut pas lésigner sur les moyens pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Et quand moi, et je le dis clairement, quand moi, vous parlez de sentiment, moi, le sentiment, il est important pour moi. Je préfère vraiment avoir un sentiment de sécurité que ne pas avoir vraiment de sécurité. Après, les propositions que vous nous donnez, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Tout le monde est pour ces propositions. Mais il faut d'abord les chiffrer. Donnez-nous des chiffres en face de ces propositions. Parce qu'ici, on ne joue pas avec l'argent. Vous-même, vous devez dire qu'on veut gaspiller, mais là, vous nous proposez pas mal de choses. Mettez des chiffres en face, donnez-nous le chiffre global.
Si effectivement vous trouvez les moyens, ben, dans ce cas-là, on vous suivra. Il n'y a pas de souci. Merci, monsieur le maire. Madame Mayou. Madame Mayou, parole. Je demandais aussi la parole. Je passe la parole à mon collègue Raphaël Laborde. Non, monsieur qui veut la parole, il a dit que c'est pas la peine de passer par la présidente. J'ai appuyé sur les boutons. D'accord. Donc, je ne sais pas de quelle étude là, donc Monsieur Giacchino a parlé. Je voulais pas citer pour ne pas être lourd de mon intervention, parce que là, j'ai consulté des articles scientifiques. C'était un de Thomas de 2021, qui a été publié dans International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice. En français, c'est le journal international de justice criminelle appliquée et comparative. C'était une étude qui portait sur une centaine de villes dans tout le monde entier, en fait. Et ça, c'était 2021, c'était ce qu'on appelle une méta-analyse. Il regroupe des études qui ont été faites depuis les années 70. Et l'autre, c'était Pisa et collègues, de 2019, qui est paru dans Criminology and Public Policy. Ce sont des revues internationales à comité de lecture. C'est pas une étude faite par un parti ou par quelqu'un qui a un intérêt politique. Et aussi, on a cité, moi-même et Marie-Laure Mayou, on a cité les rapports de la Cour des comptes. Alors, on peut pas dire que la Cour des comptes, elle joue pour un parti. Ça n'a pas de sens. Donc, en fait, on est basé sur des données concrètes et réelles. Et je rappelle, il y a un groupe qui étudie toutes ces thématiques-là au laboratoire PACT de l'Université de Grenoble, ici, donc des chercheurs CNRS qu'on a consultés. Donc, on vous apporte des données concrètes, réelles, c'est pas du ressenti. Il y a un problème, excusez-moi. Il y a une coupure. Est-ce que visiblement le public n'entend pas? Est-ce qu'il entend? Est-ce que le public entend? C'est mieux? Bon, et ben voilà, c'est ça. Il n'y a pas de souci, je sais pas pourquoi. J'en sais rien. Je sais pas pourquoi. Et mon truc partagé, il est où? Il est là. Là. Le conseil municipal. Ouais, c'est partagé. Oui, oui. Ok, s'il y a d'autres interventions, Daniel, Olivier, pardon, Madame d'abord. Je ne vais pas répondre point par point à Monsieur Benahouga parce que ce serait un peu long. Je vais juste relever la phrase qui dit que nous sommes contre la sécurité. Non, pas contre la sécurité. Voilà, je pense que personne n'est contre la sécurité. On a bien expliqué que nous sommes, nous aussi, soucieux de la sécurité des biens et des personnes, mais que nous estimons qu'il y a d'autres moyens que la vidéosurveillance. Et nous serions effectivement tout à fait partants pour travailler avec vous au sein d'une commission et étudier, budgéter d'autres dispositifs de prévention et de sécurité sur sa scène. Ok, merci. C'est votre position, Daniel. Oui, enfin, je ne vais pas compléter. Effectivement, c'est un débat qui est connu, qui est archi connu, je veux dire, entre la vidéo, etc., et ce qu'on en fait. Bon, moi, je m'interroge. Les bus qui transportent les usagers sont équipés de caméras. Les métros parisiens sont équipés de caméras. Les usagers s'équipent de caméras. Aujourd'hui, tout le monde a son petit smartphone, il fait usage de caméras. Nos policiers municipaux, pour se protéger contre certaines dérives, les usagers sont équipés de caméras. Nous avons investi avec la gendarmerie, parce qu'on parle de moyens de protection et en moyens humains. La gendarmerie aujourd'hui est en relais direct avec ce système qui permet, bien entendu, de réduire, bien sûr, les actes d'incivilité, etc. On peut en faire un débat. Alors, que dire? Je sais pas, il y a la littérature, d'un côté, il y a les détracteurs, il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui sont pour. Je sais pas, quelque part, soyez filmés, c'est intéressant aussi. Parce que, on peut dire ce qu'on peut dire, tout le monde s'y met. Il y a des communes autour de Grenoble qui ne sont pas investies dans la vidéo, qui n'y ont pas pour des raisons X, Y, ce débat-là, mais qui commencent maintenant à investir. C'est qu'il y a un réel besoin, et c'est les usagers qui en font la demande de plus en plus.
Et ça, on est, je pense, tous en convaincus en matière de sécurité. Juste pour revenir à Londres, pourquoi Londres à 68 km, ça cause pourquoi une ville comme Londres a installé 70 caméras. C'est intéressant de dire pourquoi on a investi tant d'argent. C'est qu'il y a une vraie réponse sécuritaire. Et bien entendu, il faut jusqu'à la surveillance. Nous, on n'est pas dans ce domaine-là, on est dans la protection. C'est ce qui nous importe. Alors, ah oui, M. Poher. oui. M. Poher. Justement, je rebondis sur votre Poher, s'il vous plaît. Attendez, vous avez le droit, je vous la donne. Ok, Michel Pardon. Oui, simplement, je voulais effectivement préciser, et Daniel vient de le dire, que c'est vraiment de la protection, hein, c'est de la vidéoprotection. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces études que vous avez citées, elles sont faites par des scientifiques, mais encore une fois, ça dépend également du niveau des caméras et de leur performance. Et on voit bien que si on n'investit pas pendant de nombreuses années et dans le réseau et dans les caméras, effectivement, nous nous retrouvons avec des caméras qui sont complètement obsolètes. Donc voilà, c'est important aussi d'avoir cet investissement régulier pour pouvoir maintenir un niveau de protection, en tout cas suffisamment important, pour pouvoir avoir des plaques d'immatriculation s'il y a des délinquants et s'il y a des recherches suite à des crimes graves. Et encore une fois, moi je suis quand même dans le concret, et quand je vois la délinquance à Grenoble qui a enlevé ses caméras, je me dis que c'est peut-être mieux d'en avoir. J'aimerais revenir sur le point de Monsieur Olivier Capas. D'abord, je pense qu'on dit la même chose sur l'efficacité des caméras. Elles ne marchent que dans des lieux clos, comme les parkings, comme chez les particuliers, etc. Je pense qu'on est complètement d'accord. Et puis, vous citiez Londres. Alors moi, Londres, j'y ai vécu pendant 5 ans. Il y a des caméras partout. Maintenant, c'est une des villes où il y a le plus de crimes par arme blanche. Et c'est en augmentation continuelle depuis 20 ans. Les caméras n'ont absolument rien fait. Rien du tout. Les caméras, l'installation des caméras en ville, dans les rues, c'est une réponse politique. Et cette réponse politique, elle n'a que pour objet de faire passer un message du genre « nous, on lutte contre le mal ». Et en fait, si on veut regarder concrètement les résultats, à ce moment-là, il faut regarder la situation telle qu'elle est, sans aucun a priori, et on se rend compte que ça ne marche tout simplement pas. Ok, d'autres interventions? Oui. Moi, j'ai deux interventions. Jérôme Boiti. C'est juste aller dans le sens, en fait, des connaissances d'une manière générale. Moi, je donne aussi l'exemple d'une ville où j'ai habité, c'est New York. Tout le monde se rappelle de cette ville où il y avait Giuliani le maire. Avant qu'il arrive, c'était une ville où le taux de criminalité était le plus élevé au monde. Quand Giuliani le maire est arrivé, pendant 5 ans, il a travaillé sur quoi? Il a effectivement travaillé sur renforcer la police, mais il a surtout travaillé sur placer des caméras partout où il pouvait. Et on a vu le constat dans les années, fin des années 90, début des années 2000, où la ville de New York est devenue très fréquentable. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez habiter Brooklyn et voir Harlem aussi. C'est vrai. J'ai testé, c'est vrai. Jérôme Boiti. Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon. En fait, moi, j'entends bien un petit peu là ce que vous dites depuis tout à l'heure concernant les diverses études qui a pu être produites par divers ingénieurs à travers le monde. Oui, certainement qu'il y a des lieux et des endroits où la vidéosurveillance ne fonctionne pas, et il y en a d'autres secteurs où ça marche très bien. Et en l'occurrence, on va pas aller très loin, on va pas aller en Suède, ni en Finlande, ni à New York, ni à Londres. On va juste à côté sur la ville de Grenoble, où il y a eu une étude qui avait été faite au niveau du village olympique, au niveau du jardin de ville, et ça avait montré la conclusion en fait de cette étude a prouvé qu'il y avait un bénéfice. Alors peut-être pas sur tous les secteurs, mais en tout cas 2 sur 3 ont pu bénéficier d'une amélioration. Donc après, moi ce que je veux dire, c'est que au-delà des dispositifs, la vidéo de surveillance, vidéo de protection est un outil, on va dire, supplémentaire. Elle n'est pas une lubie de la collectivité ou de la commune, elle répond vraiment à une demande des citoyens. Et on le voit bien, comme disait Daniel tout à l'heure, il y a eu une démocratisation de
de la caméra. On voit bien que les gens chez eux sont équipés de vidéosurveillance et eux, ils ne comprennent pas que si ici ils sont équipés, la commune elle n'est pas équipée. Donc de plus, il y a une demande aussi des de police qui souhaitent justement d'avoir un meilleur déploiement sur la commune afin de pouvoir être meilleur en tout cas sur les activités qui peuvent être faites sur la commune. Donc alors oui, effectivement, donc Sassenage est une ville, on va dire, tranquille, mais se protéger fait partie de nos prérogatives. Et on voit bien que le confinement, même si on pense que ça n'a pas eu, on va dire, des effets, il y a eu beaucoup d'incivilité et on le voit bien à l'heure d'aujourd'hui. Donc nous, on souhaite en tout cas sur Sassenage qu'on puisse avoir tous les dispositifs nécessaires pour pouvoir les protéger. D'autres interventions? Je vais prendre la page, parce que là, on a fait le tour. Oui, madame, allez-y. Madame, Non, mais... Ouais, merci. Est-ce qu'on pourrait avoir des statistiques sur la délinquance et la criminalité à Sassenage? Est-ce que vous pouvez nous en donner ces informations? Parce qu'effectivement, comme M. Boetti vient de le dire, c'est une ville plutôt tranquille. Je pense pas qu'on ait un taux de criminalité extrêmement... je parle de crimes de délit ou de délinquance. Je pense pas qu'on ait un taux de criminalité très élevé. Et du coup, quand M. Boetti dit qu'il faut se protéger, on est une ville tranquille, il faut se protéger, mais se protéger contre quoi? En dépensant des dizaines de milliers d'euros. Bon. Et contre les incivilités, certes, mais dans ce cas-là, la présence humaine sur le terrain ne peut pas être remplacée par des caméras. Je reviens bien sur ce point, qui est extrêmement important. Est-ce que vous avez le projet de développer une réelle prévention de proximité, faisant appel à des moyens en plus des caméras? C'est une question à laquelle je n'ai pour l'instant pas de réponse. Merci. Bien. Il y a d'autres interventions. On a fait le tour. Alors juste pour répondre, il y a un point qui est quand même important, c'est que ça sache de vidéo prévention, d'ailleurs, c'est ce qui est marqué dans la délibération. On parle jamais de prévention de vidéosurveillance. C'est complètement différent. Les vidéosurveillance, il y a quelqu'un derrière de télé qui regarde en permanence, qui regarde s'il y a une action et qui surveille. La vidéoprévention, c'est enregistré. Il n'y a personne qui regarde derrière, c'est enregistré et seulement en cas de délinquance ou de fait avéré, seulement à ce moment-là, la police ou la gendarmerie peuvent regarder, mais ils ne peuvent pas enregistrer. Pour enregistrer un passage, en tout cas, pour qu'il y ait une demande d'une commission rogatoire. Donc c'est très encadré. Comme l'a dit Daniel, effectivement, il y a des caméras partout, tout le monde en est. C'est bizarre, parce que si c'est pas efficace, pourquoi on en est sur les policiers, on dépense beaucoup d'argent, la gendarmerie sur tous les coins, partout. Après, il faut pas dire que c'est à l'intérieur. Nous, à l'extérieur, en tout cas, on a résolu. Je n'ai pas le droit de vous fournir parce que j'ai les statistiques, elles sont fournies, mais à titre confidentiel au maire qui est chez la police. C'est bien à titre confidentiel, je n'ai pas le droit de vous les fournir, mais je peux quand même en parler, vous fournir tous les détails. En tout cas, de dire qu'on a résolu des cas, et c'est pour ça qu'on a changé les caméras qu'on a mis en fixe, parce que quand elles étaient tournantes, on avait moins d'efficacité, parce que au moment où il y avait, la caméra était pas en face. Là, aujourd'hui, les caméras sont en face, elles sont cadrées, elles sont installées en étude avec les forces de gendarmerie, de manière à pouvoir bloquer ça. On sait lire le jour comme la nuit, on sait lire les plaques des voitures minéralogiques, on sait lire la couleur, on sait rechercher si on a un témoignage comme quoi c'est un jeune avec une casquette et une casquette blanche, casquette blanche, on va retrouver tous les enregistrements d'un gamin avec une casquette blanche. Alors, en fait, on se retrouve, ça a servi à beaucoup d'affaires qui ont été résolues sur Sassenage. Alors, ça, il n'y en a pas beaucoup d'affaires sur Sassenage, mais les affaires qu'on a eues, en tout cas, ont été résolues. Il y a un témoignage important qui a servi parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de caméras, mais les caméras ont été introduites dans la loi, un témoignage efficace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça compte. Donc, par exemple, l'accident de petit Thomas qui est décédé, et voilà, la caméra
cas, a filmé, a enregistré l'accident, et ça peut lui servir de témoignage quand le chauffeur, enfin la vitesse, les experts ont réussi à déterminer la vitesse de la voiture exacte qui est arrivée sur le petit gamin. Ça veut dire que ça sert les commerçants aujourd'hui, depuis qu'on a la vidéoprévention, et qu'on a moins de vol chez les commerçants. Alors, c'est pas efficace à 100%, on manque justement, et vous dites, il faudrait qu'on arrive à quadriller pour arriver à des tags encore où on manque des endroits où on a des caméras, où il faudrait des caméras pour arriver à suivre celui qui est tagué, et maintenant, en tout cas, pour arriver à le suivre. Donc c'est en cours, en tout cas, et c'est en accord avec les forces de gendarmerie. Alors après, effectivement, la prévention, on pourrait en faire mettre beaucoup. Mais comme vous dites, à Sassage, on n'est quand même pas une ville où il y a beaucoup de délinquance. Mais par contre, ce qui est important à Sassage, c'est qu'on a quand même 6 policiers municipaux. Et vous regarderez, puisque vous aimez comparer, vous aimez les statistiques, comparez avec d'autres villes de 12 000 habitants pour voir combien ils ont de policiers municipaux. Et vous verrez que Sassage est bien loti, en tout cas en police municipale. Voilà. Et ils sont présents tous les jours, absolument tous les jours. Il y a une équipe, y compris samedi et dimanche, ils sont même présents les soirs. Et quand ils sont à 23h, c'est cette gendarmerie qui prend le relais. Donc on a une équipe de 6 policiers municipaux et une équipe de 18 gendarmes sur les communes. Donc on a même sur la période d'été, c'est pas des stagiaires, c'est une équipe de, je sais plus comment ça s'appelle, enfin des médiateurs. Non, mais les gendarmes de la gendarmerie qui sont, oui, les deux médiateurs qui passent, mais c'est les auxiliaires, ouais, qui tournent la nuit, et les auxiliaires gendarmes qui tournent la nuit, ils sont présents l'été. C'est-à-dire qu'on a du monde. La différence avec la caméra et avec la police, c'est que la police n'est jamais là, et d'ailleurs les gentils, on n'est jamais là au moment où il faut. Alors, il n'y a jamais la police, elle n'est pas là où il faut. Alors que la caméra, elle est présente 24 sur 24. Donc, c'est la différence. En tout cas, c'est qu'il y a une présence 24 sur 24, il n'y a pas avec. Ça marche plus. Avec c'est pas bon. On m'entend pas bien, peut-être que je me rapproche. Ah, peut-être que tout le monde a non. Je sais pas. Non, mais c'est bon, hein, tout est bon. Bon, si on m'entend pas, on va essayer de parler un peu plus fort. Si vous m'entendez. Donc voilà, nous, en tout cas, on a 6 policiers, c'est important par rapport au nombre par rapport à la population, et regardez ailleurs combien il y en a. Voilà, nous, on pense que c'est la bonne solution. On travaille avec les forces de l'ordre sur ce système-là. On compte le développer, le moderniser en tout cas, pour assurer cette prévention. Alors, de dire derrière, oui, mais c'est politique, moi je vois pas où est le problème politique d'assurer la sécurité des Sassageois. Voilà, alors c'est un système, on a choisi ce système avec et en partenariat avec les forces de l'ordre, avec la gendarmerie, parce qu'à chaque fois qu'on installe une gendarmerie, une caméra, on travaille avec les services spécialisés de la gendarmerie, on les met pas n'importe où les caméras, mais c'est toujours en accord avec les spécialistes et les experts de la gendarmerie pour les installer. Donc voilà, c'est pas de la politique, c'est dire c'est un moyen comme un autre, et je suis d'accord avec vous de dire que c'est pas le seul moyen, en tout cas, et heureusement. Mais on a la police qui est présente. C'est difficile même de mettre un policier tout le temps derrière de partout, et c'est pas possible. D'ailleurs, on voit bien. Déjà, les policiers, pour les entrées des écoles, on peut pas mettre des policiers à chaque école. Ils font un tour de rôle. Ils font de la police de la route également, et ça fonctionne. On a investi dans une jumelle, des jumelles de vitesse. Donc voilà, on a investi, on travaille avec la métro pour essayer de trouver des solutions sur les équipements, en tout cas de sécurité, et sur les délinquants, et ben voilà, la gendarmerie, d'ailleurs c'est plus le rôle de la gendarmerie que celui de la police municipale, sur les délinquants, etc. Donc voilà, on fait tout ce qu'il faut, en tout cas pour que ça fonctionne, c'est notre choix de moderniser la vidéoprévention, la vidéosurveillance, et on continue à le faire. C'est cette délibération que l'on vous propose. Donc, on va les voter séparément quand même. La délibération numéro 1, est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Oui. Combien de... vous levez la main, les oppositions, pour les comptes? 8. Non, mais plus en vidéo. Et on est en présentiel, ceux qui sont opposés, la même. Donc, d'accord. Délibération numéro 2, concernant... la même chose, on va expliquer l'extension du réseau communal. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? 8 oppositions, merci.
Délibération numéro 3 concernant la création de postes dans le cadre des chantiers jeunes. Je laisse la parole à Jérôme Jacquino. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. L'événement des chantiers jeunes est un moment phare de l'année pour les jeunes Sassenageois, comme vous le savez. En effet, dédié aux jeunes Sassenageois de moins de 18 ans, ces chantiers jeunes permettent en fait de participer à leur première insertion professionnelle. L'année dernière, malheureusement, ces chantiers jeunes n'ont pas pu avoir lieu à cause de la situation sanitaire. Ainsi, cette année, en fait, on a reçu de nombreuses candidatures et finalement, bien plus que le nombre de places votées le 25 février dernier, dont ceux qui n'avaient pas pu en bénéficier. À la lumière, en fait, des multiples travaux à réaliser sur la commune et pour permettre à un maximum de jeunes de réaliser ces chantiers jeunes, dont ceux pour qui c'est la dernière année d'éligibilité, nous voulions vous proposer de créer donc 4 postes supplémentaires durant les vacances d'été 2021, qui est en fait la période, on va dire, dite classique et qui a toujours eu lieu sur les dernières années à Sassenage, et nouveauté pour cette année, de créer 16 postes supplémentaires durant les vacances scolaires de la Toussaint 2021. Donc je vous propose au conseil municipal de créer ces postes budgétaires. Merci. C'est plus 20 postes, hein, c'est ça? Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Des abstentions, des oppositions. Délibération numéro 3 adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 4. Et je passe la parole à Daniel d'Olivier Quintès, qui est adjoint aux finances. C'est une délibération juste en préambule qu'on avait déjà pris en 2020 et qu'on reprend là, et il va vous expliquer pourquoi. Oui. Merci, monsieur le maire. C'est bon? Vous m'entendez? C'est bon? Donc, depuis 2011, donc, notre commune s'est engagée dans une procédure contentieuse avec la Banque Dexia, largement débattue, et qui sera plaidée en dernière instance le 15 septembre. Notre provision est actuellement suffisante. Elle a été sanctuarisée à notre budget primitif en investissement afin de pouvoir réaliser donc cette reprise de provision sans toucher au budget, pour un montant de 1 536 187 €. Nous avions effectivement passé une délibération en décembre 2020, délibération préalable anticipant sur l'appel de fonds. Celui-ci n'a été effectivement effectif que dernièrement. En conséquence, pour appliquer l'arrêt de la Cour de cassation, nous devons procéder d'une part à la reprise de provision par la délibération numéro 4 et d'autre part de traduire cette reprise par une décision modificative qui est la décision numéro 5. Donc, il veut proposer au conseil municipal de reprendre la provision pour risque à hauteur de 1 536 187 € afin d'appliquer l'arrêt de la Cour de cassation. De dire que cette reprise de provision se traduira par une décision modificative numéro 2, qui est annexée, qui est la suivante, à hauteur donc 1 536 187 €. Petit détail, il y a effectivement 1 465 404 au titre des intérêts réglés sur l'échéance de la provision cumulée d'intérêts de 2011 à 2020 et des frais de justice et des intérêts de retard pour la même période. Donc, il est proposé de reprendre la provision et d'adopter la demande modificative. Merci, c'est le feuilleton Dexia suite, et pas fin encore. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Bon, l'explication, je l'ai donnée, c'est qu'effectivement, on devait passer retourner, vous rappelez que la Cour de cassation nous renvoie en appel. Envoyé en appel, on devait passer avant l'été en cours d'appel. Et c'était donc effectivement, Dexia nous demandait rien puisque ça devait être rapide. Comme c'est après les vacances, ils nous demandent le remboursement. Bon, on verra. Et normalement, c'est en septembre le cours d'appel. Donc, on aura le résultat en septembre qui, j'espère, sera une suite et fin. Je vous propose de passer au vote puisqu'il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des abstentions? 8 abstentions, pas d'opposition. Je vous remercie. Délibération numéro 4. Numéro 4 qui a été approuvé, moins 8 abstentions. Délibération numéro 5, c'était en même temps, hein, non, tu en as parlé en même temps. Donc, oui, c'est la décision modificative qui permet justement d'embourser ces provisions puisqu'on les avait sur le budget, donc il suffit juste de les affecter, c'est tout.
ça met pas en péril en tout cas le budget. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, puisqu'on avait dit les deux. Des oppositions, des abstentions? 8 abstentions, merci. Délibération numéro 5, adopté, moins 8 abstentions. Délibération numéro 6, concernant le conservatoire Alfred Gaillard, donc le conservatoire de musique, avec les modalités d'exonération du paiement des droits d'inscription pour le 3e trimestre pendant l'état d'urgence sanitaire. Je passe la parole à Michel Vendra. Oui, vous m'entendez? Très bien. Bon, Oui, très oui. bien. Oui, effectivement, comme vous le savez. Non, mais excusez-moi, c'est jeudi pour tout le monde. À partir du moment où votre micro est éclairé, c'est que le son fonctionne. Comme ça, vous le savez. Oui, mais comme il y avait des problèmes de son. Non, il n'y a plus maintenant de problème de son. Parfait. Parfait, monsieur le maire. Ça, tout a été réglé. On a des bons techniciens à ce stage. On a les meilleurs. Donc, si le micro est éclairé, c'est que vous avez le son. OK? Très bien. Donc effectivement, comme vous le savez, depuis plus d'un an maintenant, nous souffrons de cette pandémie et la culture et le sport malheureusement ont été grandement touchés. Donc nous avions fait des tarifs particuliers l'an passé suite à l'épisode de mars à juin dernier, 2020 en tout cas. Et donc cette année, nous avons refait les calculs par rapport à ce qui a pu être fait et pas fait. Et notamment au niveau du conservatoire. Et effectivement, au niveau du conservatoire, alors il y a plusieurs catégories différentes, mais en gros, les pratiques collectives n'ont pratiquement pas pu avoir lieu, et pour certaines uniquement en visio, donc ça a été un petit peu compliqué. Donc ce qu'on propose, c'est de faire pour ces pratiques collectives la même chose que l'an passé, à savoir 30% de réduction sur la réinscription, sur celles qui ont pu avoir lieu en tout cas sur le début d'année et en visio par la suite. Après, en deuxième catégorie, donc il y a la formation musicale qui englobe l'éveil musical et la formation musicale classique, on va dire. Donc certains cours ont été réalisés donc en visio, d'autres en présentiel. On a essayé de mettre en place des cours en visio avec 2 ou 3 enfants seulement pour pouvoir tout de même pouvoir donner des cours et que tout ne se perde pas, surtout chez les enfants où on sait que c'est compliqué. En tout état de cause, nous proposons donc de faire une réduction sur ces enfants-là de 50%. Donc sur le 3e trimestre. Et puis enfin, il y a les adultes instrumentistes qui donc eux ont également eu pas mal de problématiques et ont eu des cours en visio. Et là encore, nous proposons donc pour ces adultes de faire 30% sur le cours du 3e trimestre. Et puis enfin, bien entendu, sur les enfants des classes notamment CHAM et 3e cycle qui ont eu beaucoup plus de cours, mais là encore, tout n'a pas pu être fait et nous proposons donc 20% de réduction. Merci Michel. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération numéro 6? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Des abstentions, des oppositions, délibération numéro 6 adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 7 pour une demande de subvention à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et je repasse la parole à Michel Vendra. J'ai conservé mon micro allumé, comme ça, pas de souci. Donc, là encore, comme vous le savez, les terrains de tennis et notamment particulièrement le mur de tennis est dans un état qui est pas très très bon, et donc il convenait de pouvoir refaire cette partie des terrains de tennis, et donc nous souhaitons investir et faire 2 nouveaux terrains de mini tennis qui servent aussi de touch tennis. Cela permettra, entre autres, bien sûr, en plus du mur qui sera refait, ça permettra également de pouvoir donner des cours aux enfants, en tout cas sur ces 2 petits terrains, donc les enfants qui débutent notamment, et qui permet aussi de libérer d'autres cours pour les autres enfants un peu plus grands et qui ont besoin d'un cours, un grand cours. Et puis ça sert aussi pour les adultes, encore une fois sur le touch tennis, donc qui aujourd'hui les adultes qui préfèrent les terrains un peu plus petits parce que peut-être un peu plus de difficultés à se déplacer. Voilà, ça permet également de se servir de ces terrains-là. Donc c'est pour ça que nous demandons une subvention à la région Rhône-Alpes afin d'avoir son soutien et de pouvoir nous rembourser jusqu'à 4 700 €.
Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Des interventions? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Délibération numéro 7 adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 8 concernant la signature d'une convention de suivi et d'expertise pour l'espace sport, orientation de la ville de Sassenage, et Michel Vendra a conservé le micro. Merci Monsieur le maire. Effectivement, comme vous le savez, on a plusieurs parcours de courses d'orientation et il convient bien entendu de pouvoir les vérifier régulièrement et en tout cas chaque année. Donc l'objectif de cette convention est simplement de solliciter l'ORACO, donc qui est spécialisé pour un montant de 600 € afin de faire toutes les vérifications nécessaires. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Délibération numéro 8 adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 9 concernant le centre associatif Saint-Exupéry, encore avec une exonération du paiement des droits d'inscription. Là encore une fois, vous pouvez constater que effectivement nous essayons, en tout cas même si nous payons quand même les professeurs, globalement nous essayons quand même de convenir complètement de ce qui est fait et pas fait pour les Sassenageois et donc de leur rembourser autant que possible ce qui n'est pas fait. Et donc nous avons constaté que les ados qui font du dessin ont eu uniquement 11 cours sur 33 prévus. Donc nous proposons de rembourser 66% de 66 d'ailleurs de la cotisation annuelle et de la même manière pour la poterie enfants et ados qui ont eu environ 49,50% des cours. Nous proposons de rembourser cette partie-là. Merci Michel. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Délibération numéro 9 adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 10 concernant une exonération du paiement des droits d'inscription au centre de loisirs. Michel Vendra. Non, pardon, c'est Marie-Frédérique Desrafel. Il y a tellement l'habitude. Marie-Frédérique Desrafel, qui est l'adjointe justement à la jeunesse. Bonsoir. Donc cette année, les activités proposées par le centre de loisirs de Sassenage. Cette année, les activités proposées par le centre de loisirs de Sassenage n'a pas pu avoir lieu en raison de la fermeture du centre due à la situation sanitaire. Jusqu'à présent, un avoir était mis en place pour les familles utilisables sur des périodes futures. Mais pour certaines familles, cet avoir ne peut pas être utilisé pour des raisons, des enfants partent au collège ou n'utiliseront plus les centres de loisirs. C'est pourquoi nous proposons donc au conseil municipal de procéder au remboursement de ces frais d'inscription. Merci Marie-Frédérique. Des questions? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Des abstentions, des oppositions. Délibération numéro 10 adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 11 concernant la participation financière de la commune aux charges de fonctionnement pour le reliquat dû sur le centre médico-scolaire intercommunal. Et je passe la parole à Christine Durand. La commune de Pont-de-Claix regroupe désormais dans les locaux municipaux la totalité des centres médico-scolaires de Fontaine, Saint-Martin-d'Air et Sassenage. Chaque commune rattachée participe proportionnellement au nombre d'enfants concernés. Je vous demande donc d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention, puis à verser la somme de 626,32 € pour l'année 2019 et 601,22 € pour l'année 2020. Merci Christine. Des questions? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Des abstentions, des oppositions. Délibération numéro 11 adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 12 concernant le réaménagement de l'aire de jeu du parc Meskirch. Et je repasse la parole à Marie-Frédérique Desrafel. La commune de Sassenage a comme projet de réaménager les espaces du parc Meskirch afin que chaque usager puisse se sentir bien. La première phase de ce réaménagement consiste à séparer les deux espaces de jeu, donc le City-Stade et l'aire de jeu, car le fait qu'ils soient proches occasionne certains désagréments, voire même des tensions entre les différents usagers. Je profite également pour indiquer qu'il y aura un espace pique-nique qui sera installé, dont les tables sont fabriquées par les élèves de la section construction bois du lycée des Chaux.
Cette délibération donc, a pour objectif d'autoriser Monsieur le maire à effectuer les démarches d'autorisation d'urbanisme, mais également effectuer les démarches pour solliciter des subventions mobilisables auprès des organismes pour obtenir une aide financière. Je vous donc demande d'autoriser Monsieur le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Délibération numéro 12 adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 13 concernant la fourniture, l'acheminement d'électricité et services associés des points de livraison des puissances inférieures ou égales à 36 kVA. C'est d'ailleurs le compteur bleu qu'on a tous chez nous. Et je passe la parole à Hervé Madinier, du bureau de travaux. Merci, monsieur le maire. En fait, cette délibération concerne la commande publique de la fourniture d'acheminement d'électricité. Il s'agit là d'une mise en cohérence. Ça concerne les puissances qui sont souscrites inférieures ou égales à 36 kW. Depuis le 1er janvier 2016, les tarifs réglementés sont supprimés, ex-tarifs jaunes et verts, et pour les puissances supérieures à 36 kW. Et depuis le 1er janvier 2021, tous les tarifs bleus dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kW le sont aussi. Seuls les clients domestiques et les entreprises de moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires n'excédant pas 2 millions d'euros seront encore éligibles. Dans ce contexte, TE38 ex-CEDI, coordinateur du groupement d'achat d'énergie, a mis en place une stratégie d'achat afin de pouvoir proposer aux collectivités une offre de marché satisfaisante. Considérant que la loi énergie-climat promulguée le 8 novembre 2019 précise que cette loi impose une obligation de mise en concurrence pour les acheteurs publics qui ne sont plus éligibles aux tarifs réglementés de vente, précise qu'en qualité de membre du groupement, de pouvoir proposer aux collectivités déjà membres du groupement une offre marché satisfaisante. Je vous demande donc d'autoriser le représentant du coordinateur à signer les marchés, accord cadre, et de donner mandat au coordonnateur, je vais y arriver, afin de faciliter la relève des données auprès des gestionnaires et d'autoriser l'application de la présente délibération depuis le 1er janvier 2021 à monsieur le maire. Merci Hervé. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Des abstentions, des oppositions. Merci. Délibération numéro 13 adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 14 avec un projet de mise en œuvre d'une plateforme numérique. Et je passe la parole à Jérôme Jacquinot. Bonsoir. Donc, dans notre stratégie d'offrir un maximum de services numériques pendant notre mandat au Sasnageois, en fait, nous souhaitons déployer une solution numérique de soutien à destination du commerce local, qui bien évidemment en a bien besoin en ce moment, ainsi qu'aux associations pour leur permettre de démultiplier la promotion, pouvoir proposer un site e-commerce, des services comme le click and collect ou le paiement des inscriptions pour les associations. Je précise que ce service sera complètement gratuit pour les commerces sasnageois et pour les associations. Un service support sera gratuitement mis à disposition pour la réalisation de ces sites, c'est-à-dire que en fait les associations comme les commerçants auront juste à fournir les éléments, photos, prix aux partenaires. Cette plateforme, bien évidemment, est évolutive et propose également des services additionnels dans le temps qui pourraient être mis à disposition de la mairie pour le même prix, notamment par exemple des modules de location de salles. Donc ce genre d'opération de déploiement de services numériques, bien évidemment, est soutenu, comme vous avez pu le voir dans la délib, massivement par la Banque des Territoires et par la région Rhône-Alpes. Donc dans ce contexte, et un peu en fonction des retours effectifs des subventions, le reste à charge pour la mairie serait de l'ordre de 6 à 9 000 euros pour 3 ans, soit 2 à 3 000 euros par an, tout compris. Je vous demande donc d'autoriser le maire à déposer les dossiers de demande de subvention et de mettre en place cet outil. Merci. Merci Jérôme. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Des abstentions, des oppositions. Merci. Délibération numéro 14 adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 15 concernant l'avis du conseil municipal sur le projet MétroCab porté par le SMAG. Et je passe la parole à Jean-Pierre Serrier. Il va parler de Bonsoir à tous. Voilà, donc il s'agit effectivement d'une délibération pour avis du conseil municipal sur ce projet métropolitain qui est porté par le SMAG. Concernant ce projet important, je vous rappelle qu'il était inscrit depuis de nombreuses années, ou plus, et que le tracé était présenté à l'époque comme un élément structurant avec la voie métropolitaine sur Sassenage dès la création de la première tranche du projet des Portes du Vercors, avec son insertion dans le pôle d'échange multimodal sur Fontel
dont l'objet donc de la concertation actuelle sur la commune de Fontaine. Fin 2019, début 2020, la commission d'enquête publique du PLUI a demandé l'annulation du projet des portes du Vercors sur le territoire de Sassenage, touché largement par l'inondabilité et le pacte PPRI. Aujourd'hui, le projet porte du Vercors se limite à 550 logements sur Fontaine. Je rappelle que dès 2015, la ville de Sassenage n'a jamais cessé d'affirmer sa position sur le tracé de ce projet métrocable. À plusieurs reprises, nous avons demandé qu'une étude soit lancée pour un tracé allant du Pont des Martyrs au nord d'Air Liquide. Un courrier du 25 avril 2017 adressé au président du SMTC confirmait notre demande argumentée. Un deuxième courrier du 26 avril 2017 à destination du vice-président chargé de la voirie à la métropole faisait part également des mêmes préoccupations en matière de déplacement sur notre commune. La délibération du 14 juin 2017 concernant l'avis motivé sur l'enquête publique des portes du Vercors reprenait également les problématiques des déplacements sur la commune et en juin 2018, nous avons porté un avis sur notre position sur le plan de déplacement urbain, le PDU, et notamment sur le transport par câble, sur ses nuisances et ses conséquences sur notre commune. Pour notre ville, la question sur les déplacements est centrale et fondamentale. Pourtant, ces différentes demandes sont restées lettres mortes. Aujourd'hui, tout s'accélère. Tout récemment, le 15 avril 2021, le SMAG a présenté à Monsieur le maire le tracé du métro câble sur Sassenage et des alternatives sur la commune de Fontaine. Dès le 21 avril, nous avons rapidement rencontré les riverains ainsi que les élus de Fontaine afin de présenter cette proposition qui a reçu un avis plus favorable que le tracé actuel par la plaine de Sassenage. Après la réunion du 18 mai récemment avec le SMAG, cette proposition sur la commune de Fontaine ne tenait plus à cause, tenez-vous bien, d'une remise en cause du marché avec Poma et un allongement de la durée l'allongement d'une durée de 2 ans. Je rappelle que le tracé actuel, qui n'a pas changé depuis des années, même avec les évolutions importantes, ne répond plus en rien aux enjeux des déplacements pour Sassenage, mais bien au contraire. Il apporterait des nuisances en termes de déplacement sonore et environnemental, et celle les gares feraient donc une dimension de à peu près 50 mètres de long et sur 15 mètres de haut. Celle de la Solé se trouve à 100 mètres du lotissement. Ce tracé passe également sur des habitations et à une cinquantaine de mètres du manoir du Vinet, inscrit au règlement du patrimoine. Des servitudes sur des parcelles seront nécessaires également. Pour Sassenage, seule une liaison Air Liquide Pont des Martyrs serait pertinente et réduirait le trafic automobile sur les avenues de Valence et Romans. Je rappelle, 18 000 véhicules jour et 5 à 6 000 véhicules jour descendent du plateau du Vercors. Le nombre de salariés d'Air Liquide approche les 1200 et ne cesse de croître. Le tracé tel que nous le proposons serait un tracé qui permettrait d'apporter des solutions sur la mobilité, en général sur Sassenage, mais aussi sur l'agglo, au lieu d'avoir simplement une desserte locale sur Fontaine. Ce tracé aurait l'avantage aussi d'avoir une gare technique supprimée et aussi d'être prolongé par la suite en direction du pont-barrage. Nous nous opposons donc au tracé actuel qui représente sur Sassenage un tiers environ du tracé total, que 2 gares sur 6 sont prévues sur Sassenage. Nous nous opposons au tracé actuel qui n'apporte que des nuisances à la ville de Sassenage et aux Sassenageois. Nous nous opposons à ce tracé actuel qui pénalise les propriétaires sassenageois qui pourraient être aussi expropriés. Nous nous opposons aussi à ce tracé qui ne protège pas les intérêts de la ville et des Sassenageois. Nous proposons à minima que ce tracé passe sur la commune de Fontaine, tel que proposé par le SMAG le 15 avril, c'est-à-dire une gare à l'Argentière, en limite de Fontaine et Sassenage, le tracé passant sur Fontaine, sur la zone d'activité des plans, pour rejoindre la gare technique à l'emplacement de but. Cette alternative
permet de conserver l'angle de tracé en direction de la presqu'île et elle contribue à réduire également la durée du trajet par la réduction de la distance. La réalisation d'une offre de stationnement est nécessaire et pourrait être envisagée. Voilà, Monsieur le maire. Ok, merci. Avant de passer la parole à tout le monde, juste puisqu'on a la carte des éléments de compréhension, vous voyez sur la carte en gris-bleu, c'est le tracé qui a été défini et inscrit dans le marché de Pomain sur le transport par câble. C'est celui qui est dans toutes les études, celui qui a été défini encore une fois sans concertation. Suite à ça et à nos différents courriers au SMAG et à la métro, le SMAG nous a invité à une réunion il y a un peu plus d'un mois maintenant pour nous faire une proposition de plusieurs tracés qui sont réunis sur ce plan-là. C'est les tracés qui sont en noir. Alors il y avait d'autres tracés qui partaient de la Solée, mais qu'on n'a pas mis parce qu'ils n'étaient pas intéressants. En tout cas, voilà les tracés qui nous proposaient, qui nous semblaient un peu plus intéressants, c'est ceux qui partent de But, que l'on voit en noir, et qui arrivent sur point S, c'est-à-dire du même côté de la rue de l'Argentière, sur point S. Mais le problème, c'est qu'il passe sur les maisons, sur toutes les maisons, ce qui est un peu sur fond jaune, sur fond jaune beige. Le deuxième tracé, un peu plus au sud, qui part toujours de But et qui arrive sur Biosson. Pas sur Biosson, non. Le premier arrive, sur point S. Voilà, sur Biosson. Et nous, ce qu'on propose, c'est le tracé en accord avec les élus de Fontaine, les élus de Fontaine, avec l'accord des riverains également. Alors quand je dis des riverains, c'est des riverains très larges, c'est pas les riverains qui habitent juste en dessous rue de l'Argentière, c'est tous les riverains qui sont de manière très large sur Sassenage. Et en accord avec les élus de Fontaine, c'est notre proposition, c'est de partir de But et d'arriver sur Biosson. Biosson, sachant que Biosson, ça modifie pas le tracé qui repart sur la presqu'île. Si vous voulez pas changer les angles de départ sur la presqu'île, si en arrivant sur la presqu'île, ça passe juste, donc il faut conserver le même angle. Donc l'idée, c'est de passer d'arriver sur Biosson, sachant que Biosson est en pleine expansion, il a une augmentation de son chiffre d'affaires de 20% tous les ans et encore, et qu'il prévoit des augmentations sur plusieurs années. Donc il a besoin de places de production, comme le site est en site inondable, classé au PPRI en inondable, il peut pas grandir. Il a acheté d'ailleurs une partie des maisons qui sont à côté, des terrains qui sont à côté, mais il peut pas s'agrandir puisque c'est un ERP et c'est une usine, il n'a pas le droit, en tout cas, c'est refusé par la DDT. Donc comme il peut pas s'agrandir, il propose de partir, elle a le choix, soit il reconstruit ailleurs juste un site de production supplémentaire, mais dans ce cas-là, il faudra des navettes entre les deux sites, soit il déménage totalement son site. Et il attend, effectivement, il serait d'accord, lui, pour partir, et les mêmes demandeurs, à condition qu'effectivement la métro lui trouve, d'abord lui rachète ce site-là, bien entendu, mais lui trouve un autre site où il pourrait s'installer, sachant qu'il a des employés et qu'il faudrait pas que ce soit trop loin, en tout cas pour que les employés acceptent de déménager sans modification de leur contrat de travail. Donc voilà un petit peu ce qu'on propose. Le problème, effectivement, c'est que quand on a proposé ça, d'ailleurs, encore une fois, c'est le SMAG qui nous a demandé qui nous a fait des propositions de modification de tracé. Nous, on en fait une, et quand on retourne leur donner la réponse, ils nous disent finalement on peut pas modifier le tracé parce que si on modifie le tracé, ça remet en cause le marché et on veut pas remettre en cause le marché. Et deuxièmement, ça rallonge les délais d'à peu près 2 ans et on veut pas rallonger les délais de 2 ans. Nous, tout ça, c'est pas le problème des Sassenageois. Le problème des Sassenageois, c'est effectivement d'y trouver un intérêt. En tout cas, sachant que, encore une fois, comme l'a expliqué Jean-Pierre Serraillier, le départ de Fontaine n'apporte aucun avantage, en tout cas ne répond pas aux problèmes de circulation de Sassenage. Donc il n'y a pas de raison qu'on accepte que le tracé passe sur Sassenage, et notamment plus de la moitié du tracé est sur Sassenage, entre Fontaine et Saint-Martin-de-Vinoux. Donc il n'y a pas de raison qu'on ait les nuisances et pas les avantages. Donc on dit, puisqu'il arrange Fontaine
et Saint-Martin-le-Vinou, il doit passer sur Fontaine, d'ailleurs en accord avec les élus de Fontaine. Donc voilà, c'est pour ça qu'on prend cette délibération pour démontrer la volonté, en tout cas, de Sassenage sur la proposition de tracé, puisqu'ils ont refusé totalement le tracé qui était pertinent et qui allait sur Clémencière, enfin sur l'air liquide. Donc voilà où on en est aujourd'hui et voilà le but de cette délibération. Est-ce qu'il y en a qui veulent la parole? Jérôme Merle a demandé la parole. Oui, merci, monsieur le maire. Simplement pour compléter vos propos et ceux de mon collègue Jean-Pierre Serraillet, je voudrais simplement attirer l'attention du conseil municipal sur les raisons entre guillemets officielles avancées par le SMAG pour refuser unilatéralement le tracé qu'il nous avait, comme vous l'avez précisé, lui-même proposé et que nous avions accepté avec Fontaine, c'est-à-dire le tracé qui passe au sud de la rue de l'Argentière, donc sur le territoire de Fontaine. Ces raisons sont les suivantes, je cite le SMAG, elles sont au nombre de 2. Premièrement, si nous entamons des études sur un nouveau tracé, nous sommes obligés de refaire un appel d'offres et de remettre Pomagalski en concurrence. Et deuxièmement, de nouvelles études nous feraient perdre 2 ans. Jean-Pierre l'a rappelé. Alors, tout de suite, je mets les choses au point. Moi, je ne suis pas contre la pratique d'un certain, disons, protectionnisme sur nos entreprises locales, mais certainement pas au détriment des collectivités, qui sont d'ailleurs locales elles aussi. D'ailleurs, c'est-à-dire que la première raison, évidemment, renseignement technique pris, est erroné administrativement. Il peut tout à fait y avoir des avenants au marché, à la hausse ou à la baisse d'ailleurs. Si la variation est inférieure à 5%, le marché n'est pas remis en cause. Et si la variation est supérieure à 5%, la commission d'appel d'offres ad hoc, c'est-à-dire celle du SMAG, doit se réunir pour se prononcer sur l'avenant, mais en aucun cas il n'y a remise en cause du marché. La deuxième raison est hypothétique. On est beaucoup plus dans le flou. Aujourd'hui, aucun calcul, aucun document ne vient l'étayer officiellement. Et puis 2 ans, si cela est un jour établi sur l'agenda des portes du Vercors fontainoises, c'est quand même loin d'être insurmontable. Après, c'est une question de volonté politique et surtout c'est une question d'honnêteté intellectuelle. C'est d'ailleurs bien là que le traitement que je qualifierais de à la hussarde du dossier début 2020, juste avant les élections municipales, tiens donc, par le président du SMAC de l'époque, je précise, démontre que la non-concertation des communes et des habitants et la précipitation à boucler l'appel d'offres avant les échéances politiques ne respectent pas les communes, pourtant les premières touchées. Il n'y a donc aujourd'hui, à nos yeux, plus aucun frein à adopter le tracé sur Fontaine, sauf à y mettre de la mauvaise volonté. Tracé, je rappelle quand même, qui est d'ailleurs logique. Fontaine, comme le rappelait monsieur le maire, veut le mettre au câble pour les constructions des portes du Vercors à venir sur son territoire. Très bien, mais alors, pourquoi vouloir amener les nuisances visuelles et sonores, les expropriations éventuelles et tous les autres désagréments sur Sassenage qui, elle, n'a absolument rien à en retirer comme avantage? Donc, conclusion, si Fontaine veut le mettre au câble, qu'elle l'assume chez elle. Monsieur le maire, mes chers collègues, cette délibération est très importante pour Sassenage. Et bien sûr pour ses habitants. Et plus particulièrement pour les habitants du sud-est de la ville, mais pas que. Alors, pourquoi une délibération plutôt qu'un vœu? Parce qu'une délibération est officielle. Elle est soumise au contrôle de l'égalité préfectorale, elle est opposable au tiers. C'est un acte administratif et politique fort. Et pour terminer, on sent bien quand même que ce dossier ennuie le SMAG, qui ne s'opposerait d'ailleurs pas a priori au tracé sur Fontaine, surtout que les 2 communes étaient tombées d'accord sur ce point. On a rencontré le président, Sylvain Laval, qui avait une vision, je dirais, plutôt positive de la chose. Mais voilà, il est peut-être probable que des instances supérieures, qui, elles, par contre, sont hostiles à notre tracé, fassent un peu pression en coulisses. Bon. Nous aurons donc besoin de toutes nos forces pour nous y opposer. C'est pourquoi il est important d'obtenir l'unanimité du conseil municipal, qui renforcera la prise de position de la commune pour une qualité de vie toujours meilleure à Sassenage. Merci, monsieur le maire. Merci Jérôme. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Monsieur. Ok, vous avez la parole. Monsieur le maire, chers collègues, notre groupe regrette que cette délibération comporte plusieurs sujets qui auraient mérité d'être débattus séparément. Le métrocable n'a pas vocation à résoudre les problèmes de mobilité dans Sassenage, mais à proposer une solution d'intermodalité entre la rive gauche, la presqu'île et la rive droite. La pertinence d'une liaison entre l'air liquide et le pont des Martyrs est à évaluer dans une étude globale des mobilités sur Sassenage, et surtout après la fin des travaux de l'A480.
Concernant ce projet métrocable, s'il devait se faire, nous soutenons les propositions de tracés alternatifs plus au sud et nous souhaitons préserver les terres arables au nord de la rue de l'Argentière. Nous regrettons néanmoins une nouvelle fois que la majorité mentionne qu'elle a consulté les élus de Sassenage, alors qu'à aucun moment elle ne nous a demandé notre avis, ni recherché une position commune de l'ensemble du conseil municipal. Enfin, si cela n'a pas déjà été programmé, nous demandons qu'une étude soit diligentée pour évaluer la qualité des terres agricoles et la viabilité d'une ferme communale au nord de la rue de l'Argentière. Je vous remercie. Merci, Monsieur Schneider. Des questions? D'autres questions? Ok, pas d'autres questions. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? 8 abstentions. Eh bien, il faudrait fermer votre micro, Madame Maillot. Merci. 8 abstentions. Merci pour eux. Et des oppositions? Pas d'opposition. Délibération adoptée. Moins 8 abstentions. C'est dommage. Mais bon. Chacun prend ses responsabilités. Délibération numéro 16 concernant la création d'une commission permanente de délégation de services publics. C'est une décision, enfin une délibération qu'on propose de principe pour créer cette commission, qui est une instance obligatoire. On a reçu un courrier pour créer cette commission. C'est dans le cas où on passerait une DSP, une délégation de services publics. Il faut pouvoir la créer. Avant, on n'avait pas besoin de commission. La commission d'appel d'offres suffisait. Là, il faut créer une commission spéciale en cas de passage sur une délégation de services publics, ce qu'on envisage d'ailleurs, peut-être, c'est encore pas décidé, mais en tout cas, c'est à l'étude, sur les cuves de Sassenage. Donc, voilà, on prend la délibération de principe, qui sera en 2 temps. Là, c'est que la délibération qui crée cette commission des DSP. Et au mois de juillet, on passera une autre délibération qui créera les membres. Donc c'est comme la commission d'appel d'offres, il faut 5 titulaires et 5 suppléants. Donc bien entendu avec le rapport de la proportionnelle, eh bien il nous faudrait 4 titulaires de la majorité et 1 titulaire de l'opposition. Donc ce qu'on propose, Madame Maillot, Madame la Présidente, c'est de nous faire passer un nom, à moins que vous vouliez présenter une liste complète et qu'on vote. On vote chaque groupe présente une liste, ou alors on fait comme on a fait pour la CAO, où nous passez un nom d'un titulaire et un nom d'un suppléant, on l'inclut dans la liste et on vote une seule liste pour la création de cette DSP. On est d'accord, Madame Maillot? Oui, on vous passera un nom de titulaire et de suppléant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il nous faut saisir la commission consultative des services publics locaux pour le projet de gestion des cuves en DSP. Ouais. Ok, mais j'avais dit. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Nous en avons terminé, si je crois bien, avec l'ordre du jour. Nous en arrivons aux questions diverses. Alors, je vous avais dit qu'il y avait des questions, parce que là, pour cette fois, les questions étaient assez longue, mais qui concerne souvent le personnel. Et je vous ai dit, le personnel, faut qu'on se voit, parce qu'il y a le comité technique d'ailleurs qui est concerné. Et on se verra sur ces questions-là. J'avais la question concernant les parcelles des jardins du Néron. Lors du conseil municipal, votre adjoint, M. Serraillet, présentait la création de jardins familiaux du chemin du Néron. Le projet prévoit d'accueillir des jardins familiaux, un apiculteur en centre canard. Pouvez-vous nous transmettre une copie du dossier de demande d'attribution des parcelles à remplir pour les particuliers et les apiculteurs, nous indiquer quels sont les critères d'attribution ou d'accès aux parcelles des jardins. Alors pour l'instant, on n'en est pas là. Sinon pour l'apiculteur, là effectivement, on vous fera passer la convention, la copie de la convention, parce qu'on l'a déterminé avec l'apiculteur. Pour les jardins et les particuliers. D'ailleurs, il y a une autre convention, il y a celle de l'apiculteur et celle de l'éducateur canin. Et pour les particuliers, c'est pas déterminé encore. On va s'appuyer sur celle que l'on utilise pour l'Ovalie. Mais ça sera à peu près pareil, mais on est en train de vérifier s'il n'y a pas des spécificités, notamment sur les points d'eau. Donc on regarde ça, et puis sur les locaux, c'est pas les mêmes locaux pour ranger les outils. Donc on est en train de préciser, mais on n'en est pas là. Je vous rappelle que d'ici la fin d'année, on devra avoir nettoyé les terrains, démonté les cabanes qui sont polluées,
hein, les dépolluer, notamment avec des matériaux qui correspondent pas aujourd'hui. Et puis faire la clôture, mettre la clôture le long de la rue. Donc ça va porter fin d'année, ça nous permet de monter le dossier derrière pour créer les jardins. Et donc ils seront accessibles au public au printemps prochain. Voilà. Donc on va tout monter tout ce dossier-là. Donc les conventions en tout cas seront disponibles dans l'hiver. Et on vous fera passer bien entendu ces conventions-là. La 3, c'est sur les risques psychosociaux par les agents de la municipalité. Bon, là aussi, on en parlera. Hein, tout a été réglé, en tout cas. Tout ça, c'est résolu avec le CT, à la commission, avec le CHS. Plan de prévention, bah oui, on a parlé. Le taux d'absentéisme en maladie hors congé, bah tout ça, ça va être dans l'ABS, en tout cas, hein, puisqu'on va sortir. Mylène Gourgan, l'adjointe au social, est en train de sortir l'ABS. C'est le bilan social qui est obligatoire d'ailleurs et qui est public derrière. Donc quand il sera diffusé, puisque il est en cours d'étude et on récupère toutes les données, quand il sera bien entendu terminé, il sera publié, mais à l'ensemble des Sasnageois, comme à vous d'ailleurs. Donc ça, c'est une obligation. Une copie, vous voulez une copie du compte-rendu du CHSCT, je ne sais pas si on peut la fournir, parce que c'est le CHSCT, si c'est un document, oui, on peut. Oui, ça a été validé. Donc on vous fournira une copie. Mais quand vous voulez des copies, attendez pas le conseil, hein, vous me demandez avant, vous m'envoyez un mail, je vous l'ai dit déjà, hein, et puis on vous fait passer les copies que vous demandez, hein, vous y avez droit, il n'y a pas de raison. L'avenant du marché de la restauration. Ah ouais, alors les questions, vous avez posé une question lors du conseil municipal du 14 décembre. Si j'enlève avec la buée, c'est difficile. A été adoptée la délibération numéro 21 relative à l'avenant du marché de restauration scolaire qui prolonge le contrat en cours avec l'entreprise Sodexo jusqu'au 6 juillet, c'est-à-dire jusqu'à la fin d'année scolaire. Hein, on l'avait prolongé. Un travail de concertation avec les parents devait être effectué sur le cahier des charges, de prestations, etc. Nous souhaitons savoir où en est le choix du nouveau prestataire. C'est une très bonne question. Donc on a des candidats qui ont répondu à l'appel d'offres. Il y a API, SHCV, Guillot Traiteur et LRSCX Elior. 3 réunions concernant les réunions. Christine Durand, l'adjointe pilotée, 3 réunions qui associent les représentants des parents d'élèves et les conseillers intervenant dans sa délégation scolaire, qui sont tenues le 7 janvier, 21 janvier et 22 février pour co-construire le cahier des charges. Toutes les écoles étaient représentées. Un comparatif avec la proposition de la SPL Vercors Restauration a été fait et le choix final s'est porté collégialement sur une relance d'un marché. On avait dit à l'époque que si Vercors Restauration ça répondait à la demande, ça nous évitait de lancer un appel d'offres. Mais bon, comme ça convenait pas de l'avis de tout le monde unanime, on a décidé de relancer un appel d'offres. Donc ça veut dire que si on relançait un appel d'offres, on pouvait aussi retenir Vercors Restauration ou pas, ça l'empêchait pas en tout cas. L'appel d'offres n'empêche pas de le retenir derrière si on n'a pas les réponses satisfaisantes ou moins bonnes. Le jeudi 3 juin, s'est tenue l'audition des 4 candidats ayant répondu à cet appel d'offres, 2 représentants des parents d'élèves, puis Vercors ont pu se libérer pour assister à ces auditions. Mercredi 16 juin, se tiendra une dégustation à l'aveugle des plats proposés par ces 4 sociétés. Le choix définitif se fera à l'issue de cette dégustation. L'ensemble des parents ayant participé au montage du cahier des charges est invité. Alors, ce que Christine souhaite en tout cas apporter en précision, c'est que le prix n'est pas le seul critère, ça représente que 40 points sur 100. Avec la valeur technique, société, disponibilité, moyens humains, organisation, c'est 55 points, dont sur la qualité 40 points. La qualité organoleptique, c'est la manière de présenter les plats, goût, texture, odeur, 10 points. L'équilibre et diversité des menus, 10 points. Grammage et apport énergétique, 5 points. Variété des plats, 5 points. Politique d'approvisionnement, 10 points si c'est du local, du bio et référence. Pourcentage issu de l'agriculture biologique et les circuits courts. Donc tout ça, c'est 5 points, ça fait 40 points. Enfin, c'est 5 sujets, ça fait 40 points. Et dont le service également, fait 15 points avec la description de la cuisine centrale et de son organisation. 5 points. Les moyens humains et matériels affectés, 5 points. La formation HACCP, 5 points. La qualité de l'audition, 5 points. Ça fait un total de 100 points. Voilà. Vous avez tout le détail. Comme ça, vous l'avez.
Donc pendant leur réunion, ils ont insisté sur l'organisation de la mise en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment l'utilisation de véhicules électriques ou à gaz, et le respect ou l'anticipation de la loi Egalim. Exemple, la fin des barquettes plastiques au 1er janvier 2025, en mode test, un repas alternatif par semaine, végétarien sans viande et sans boisson. Voilà, tout ça répond à la demande des parents d'élèves et qui a obtenu l'unanimité. Voilà, j'en ai terminé avec vos questions. Moi, j'en ai pas d'autres. Excusez-moi, monsieur le maire, est-ce que vous pourrez nous l'adresser par écrit, la longue réponse détaillée que vous venez nous faire? Oui, c'est enregistré. Oui, mais... Merci, merci. Vous travaillez un peu quand même. Ouais. Si je l'ai, je vous l'envoie. Ouais. Ok, ça marche. Bon, ok, nous en avons terminé. Merci en tout cas de votre présence. C'était sympa d'être ensemble. Prochain conseil au mois de juillet. Avant le 15 juillet, on va faire un conseil. Avant le 15. Jeudi, avant le 15 juillet, on fera un conseil municipal. Donc, j'ai encore pas la date, mais on vous préviendra suffisamment tôt. Ok? Merci, bonne soirée en tout cas, et à très bientôt.